Technique Hassan Diouf, micro Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la RFM Radio Futur Média. Nous émettons en direct de Dakar. Il est 10h10 partout au Sénégal. C'est l'heure de remue-ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat, de discussion autour des grandes actualités de la semaine. Dans ce studio, nos invités ont fini de s'installer. Il s'agit de Hamidou Kiaou, président du parti MPR, soutien du candidat Amadouba à la dernière présidentielle, et de Saïfoulaye Baldé. Il est banquier, il est expert aussi en finance inclusive. Vous militez au PASTEF, vous êtes aussi à Vélingara, c'est cela. Exact. Alors donc, premier thème autour duquel va se structurer notre discussion, si vous êtes d'accord bien sûr, les réformes engagées dans le secteur agricole. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé les premières mesures concrètes lors d'un conseil interministériel dédié bien sûr à la campagne agricole 2024-2025. Au total, 23 mesures ont été retenues pour faire de l'agriculture le levier essentiel du développement économique et le principal moteur de la croissance économique. Le ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne, veut faire remplacer les domaines agricoles communautaires par les coopératives agricoles. En quoi les coopératives agricoles, Saïfoulaye Baldé, je m'adresse à vous, en quoi ces coopératives agricoles sont-elles plus efficaces que les DAC, les domaines agricoles communautaires? Si je vous pose la question, c'est que ce système n'est pas nouveau. On le sait, Mamadou Dia avait tenté de l'expérimenter au début des indépendances. Il a tenté d'instaurer ce système qui n'a pas marché pour des raisons que nous n'allons pas évidemment donc rappeler ici, peut-être rappeler sommairement les seigneurs de la terre qui ont opposé à cette politique une certaine résistance, on le dira comme ça, au mode d'organisation sociale de notre société islamo-wolof aussi, du moins très inégalitaire, hein, l'accès au foncier entre autres. Mais qu'est-ce qui vous fonde à croire que cette fois-ci, Saïfoulaye Baldé, ce sera la bonne? Merci M. Ba, et je voudrais avant de démarrer adresser mes salutations au président du MPC, c'est MPA, Hamidou Kiaou. Voilà, je vous remercie et saluer également nos auditeurs à cette émission. Je commencerai par d'abord saluer vraiment la décision du gouvernement d'anticiper sur la campagne agricole en vue. Avec les mesures que vous avez énoncées, qui sont au nombre de 23 mesures, qui vont de la distribution des intrants au suivi et à l'organisation de la campagne de Boutampo. Évidemment, vous citez un aspect, celui de remplacer progressivement les DAC par des coopératives. Alors, les coopératives, ce qu'elles ont de spécifique, c'est que ce sont des organisations sociales qui émanent des producteurs. Donc, c'est des associations qui ont l'avantage d'avoir la proximité avec les producteurs, mais ensuite, chaque producteur a une voix au niveau de la coopérative. Donc, le mode d'organisation. Le mode d'organisation. Ensuite, ces coopératives n'ont pas le but de générer, de se faire du profit. Ah bon? Et de se le remplacer, de se le partager. Les profits doivent être redistribués au sein de l'équipe. Et ça change tout du point de vue de l'organisation. Parce que ce qui va faire, ça va dépassionner, mais ensuite, ça va aider les producteurs à pouvoir gérer les approvisionnements en termes d'intrants, en termes de matériel, mais également en termes de semences, ensemble, en mutualisant les coûts, en les supportant ensemble. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un excédent dans la gestion de la coopérative, les excédents sont redistribués aux membres sous forme d'investissement, sous forme de prise en charge de certains coûts, sous forme d'aménagement. Donc je crois que c'est un aspect important, et à l'époque, le président Mamadou Dia avait très bien fait de les mettre en exergue. Naturellement, nous avons connu beaucoup d'avancées et je veux dire, il y a eu une offensive des idées libérales qui sont venues à l'assaut de toutes ces coopératives et pour les remplacer par des structures commerciales. Et ça libéral, oui. Absolument, absolument. Et alors, je pense que c'est un élément important. Alors donc, ce qui plombe Hamidou Kiaou l'agriculture jusque-là, c'est l'absence de matériel agricole, d'intrants
intrants, les difficultés que les paysans ont à disposer de ces intrants à temps. Or, plusieurs milliards ont été dépensés jusque-là pour des résultats insuffisants. Saïfoulaye Baldé vient de décliner un peu ce qui va se faire, en tout cas dans ce domaine-là. Vous êtes convaincu? D'abord, bonjour, merci de l'invitation. J'en profite pour saluer M. Baldé et toutes les personnes qui nous écoutent à travers RFM. Je ne suis pas convaincu. Ah oui? Ouais, parce que rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème principal des agriculteurs, je recule, ou des cultivateurs. Oui, poursuivez. Le problème principal des agriculteurs ou des cultivateurs, je pense que c'est le fait de travailler 3 mois sur 12. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un élément. C'est le problème principal. Parce que c'est très difficile pour quelqu'un de travailler pendant 3 mois, de rationaliser ses dépenses et de vivre avec ça pendant 12 mois. C'est très difficile. C'est très, très difficile. C'est pour ça, à chaque fois, juste avant l'hivernage, on a des périodes de soudure. Ça veut dire que l'argent qu'ils avaient accumulé pendant les récoltes précédentes a disparu, il n'y a plus rien. Donc, ils attendent avec impatience les premières pluies. Des fois, même, on a la famine. Donc, je pense que c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Je les félicite, d'ailleurs. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Mais je pense que la solution sur le long terme, c'est de faire que ces gens puissent travailler toute l'année. Et c'est possible, parce que quand je vois, par exemple, les îles Maurice, qui sont en Afrique, qui arrivent à le faire, pourquoi pas nous? Donc, je pense que c'est bien de faire ce qu'ils sont en train de faire. Les coopératives? Les coopératives, c'est une bonne chose. Je ne vais pas dire que c'est une très bonne chose. Et je l'ai fait, c'est pour ça. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas cultiver 3 mois sur 12. Mais là, ils font mieux que vous. Jusque-là, c'était 100 milliards dans le programme. Non. Là, on met 120 milliards. Non, moi, je ne suis pas de la paire. Ah, mais vous avez soutenu Amadou Ba. Soutenir quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu fais partie de son parti. Ça ne veut pas dire que tu fais partie de sa coalition. Donc, quand vous dites vous... Convergence de vue. Non, même pas. C'est-à-dire que on est parti à une élection présidentielle. Moi, j'avais mon parti. J'ai critiqué Macky Sall pendant 12 ans. Pendant 12 ans, je l'ai critiqué. Et vous avez soutenu son candidat ensuite. Oui, mais quand il est venu, c'est ça que j'ai dit. En fait, c'est très dangereux, vous. Ce que vous faites, en fait, les journalistes. Parce que ce qui s'est passé, on m'a soumis plusieurs programmes. Il y avait programme de Pastef, il y avait programme de Amadou Ba, Prospérité partagée, et il y avait programme aussi de Khalifa Sall qui était l'eau, l'humain, la terre. Quand j'ai lu les 3 programmes, le mieux qui ressemble à une rupture, c'était le programme d'Amadou Ba, qui disait en gros qu'il va aller arrêter les infrastructures et se focaliser sur l'humain. Faire de sorte que les gens trouvent de l'emploi et un emploi bien rémunéré, ce qui était presque en adéquation avec ce que nous disions. C'est pour ça qu'on a supporté la personne. Mais je n'ai jamais fait partie des instances de la paire, ni de Beno. Je n'ai jamais vu ces gens-là et je ne les connais même pas. Mais c'est Amadou Ba, l'ancien Premier ministre, ouais, qui était chargé de mettre en œuvre... c'est comme aujourd'hui, si vous dites aujourd'hui que Abdourahmane Diouf fait partie de Pastef. Abdourahmane Diouf a supporté Pastef, mais il ne fait pas partie de Pastef. Supporter quelqu'un pendant une élection présidentielle ne veut pas dire que tu fais partie de son gouvernement. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame et mélanger la tête des gens. Je n'ai jamais fait partie de l'APR. J'ai toujours critiqué leur politique. Parce que leur politique, en fait, c'est trop capitaliste, c'est trop basé sur les infrastructures. Ce que j'ai toujours décrié. Le problème au Sénégal, ce n'est pas les infrastructures. Et je pense que le problème principal, c'est que l'humain, le Sénégalais lambda est très pauvre. Il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Donc, il faut qu'on lui trouve un travail bien rémunéré. Et là, quand on parle d'agriculture, c'est très intéressant parce que la plupart des Sénégalais sont dans le secteur primaire, et notamment dans l'agriculture. Donc, ces gens-là, 9 mois sur 12 chôment. Donc, comment on va faire pour que ces gens-là, qui font partie de la société et qui sont l'un des moteurs de la société, travaillent toute l'année? C'est ça l'importance. Donc, ce que Macky Sall a fait pendant 12 mois, PSE, je ne le supporte pas. D'ailleurs, c'est une des raisons que je n'ai pas supporté Pastef, parce que j'ai dit leur programme ressemblait trop au PSE. Ah oui? Il y a 92 points du PSE qui sont dans le programme de Pastef. Et maintenant, quand je vois après la mission du FMI, qui nous disent qu'ils vont continuer avec le PSE, on va y arriver. Donc j'avais raison. Alors, donc, vous pouvez revenir très rapidement. Oui, je partage le point de vue de M. Thiaw, notamment sur le fait que nous ayons besoin, pour l'agriculture sénégalaise, d'amener les producteurs agricoles globalement à travailler 12 mois sur 12. Travailler 12 mois sur 12. Je voudrais aussi préciser une chose, c'est que là, nous avons
23 mesures qui sont issues du séminaire intergouvernemental du 3 mai. Ces 23 mesures ont été prises en perspective du démarrage de la campagne agricole. Mais quand on va sur le programme, cet aspect que M. Thiaw évoque, à savoir la maîtrise de l'eau, qui permettrait... Justement, l'accès au foncier, l'accès à l'eau. Justement, comment vous entendez mettre en œuvre cela? Ça, ce sont des aspects qui vont permettre aux producteurs de travailler 12 mois sur l'année, comme dans tous les autres métiers, et ça va en principe accroître leurs revenus et leur permettre de gagner mieux leur vie. Et ça passe par une maîtrise de l'eau, mais également une adéquation entre la production et la transformation. Et ça, cet aspect figure dans le programme du PASTEF, notamment dans les solutions préconisées par Ousmane Sonko, dans son livre-programme. Cet aspect existe. L'aspect également du matériel, particulièrement de tout l'outillage dont il évoque, qui doit permettre aux producteurs agricoles, notamment l'agriculture familiale avec des exploitations moyennes, de pouvoir s'en sortir. Saifoula, j'aimerais bien vous entendre sur ça. Vous êtes banquier, vous êtes expert en finances inclusive. L'accès au financement aussi, c'est un problème, c'est une problématique. Nos paysans ont du mal généralement à avoir les financements nécessaires à ce sujet-là. Dites-nous comment ça devrait se faire. Alors, je vais peut-être vous étonner en termes de réponse. Il faut noter que nous n'avons pas un problème aujourd'hui globalement. Il y a un problème de financement parce que l'agriculture représente un certain risque pour les banquiers de façon générale. Il y a cette absence de maîtrise de l'eau, il y a tout ce qui tourne autour, qui est lié au changement climatique, qui font que de plus en plus, les cultures qui dépendent de la pluviométrie constituent un risque énorme pour les banquiers. Maintenant, aller dans le sens, préconiser la maîtrise de l'eau va permettre de réduire ce risque. Quand le risque est maîtrisé, les banquiers et tout le monde suivent. Et ils commencent à regarder avec beaucoup plus d'attention, mais également à oser aller vers le truc. Et dans l'une des mesures sur les 23 préconisées lors de cette réunion du gouvernement, c'est justement de mettre ensemble les banquiers, les SFD, et l'ensemble des acteurs autour de la table. Pour qu'ensemble, parce que les banquiers et les SFD ont également intérêt, ça veut dire... c'est-à-dire les systèmes financiers décentralisés, qu'on appelle la microfinance. Ils ont tous intérêt à financer l'agriculture ou les autres activités. C'est leur mission, c'est leur rôle. Il suffit que l'autorité les amène à oser, que l'autorité accompagne. Que la plupart de nos banques ne prennent pas beaucoup de risques, en tout cas en Afrique. Mais quand même, il y en a beaucoup qui le font. Aujourd'hui, vous prenez les établissements de microfinance, vous prenez les banques, on n'a pas cité leur nom, financent énormément la campagne. Et de plus en plus, il y a également, que ce soit dans la vallée au niveau du delta, que ce soit au niveau du Saloum ou encore en Casamance, de plus en plus, il y a cette culture, il y a cette exploitation, double exploitation sur les 12 mois. Et ça amène les banquiers, ça amène les financiers à aller accompagner parce qu'ils savent qu'ils peuvent y revenir. Et je pense que c'est ça la méthode. Aujourd'hui, il faut amener tous les acteurs, discuter, souligner, mettre sur la table les risques que les banquiers ne veulent pas courir parce qu'ils ont peur des catastrophes et des impayés, les aider à réduire ce risque et les amener autour de la table pour financer l'agriculture. Moi, je pense que c'est absolument faisable et c'est quelque chose que... Et c'est faisable, ça passe par la réduction un peu des intermédiaires. C'est un problème en tout cas dans notre pays qui capte, ces intermédiaires qui captent la plupart des financements ou le matériel agricole, les intrants. Avez-vous une idée de ceux qui détournent cet argent-là ou ce matériel agricole, Amadou? C'est très simple. Je pense que c'est bien beau ce qu'ils sont en train de faire, mais je pense qu'il y a une réflexion plus poussée qu'il faut faire. Parce qu'on parle d'agriculture, il y a l'eau certes. Après, il y a les machines pour cultiver. Il y a les machines pour récolter. Après, il faut transporter, stocker. La transformation aussi, oui. Transporter, stocker, distribuer ou transformer. La transformation, je pense que c'est quelque chose de très prématuré au Sénégal. Je pense que ça va être un échec.
Ah, carrément. Parce que quand tu parles de transformation, il faut parler d'énergie. L'énergie est excessivement chère au Sénégal. mais il y a le pétrole qui arrive, le gaz aussi. D'accord, le pétrole et le gaz ne veut pas dire que le pétrole va être vendu au Sénégal. Le pétrole va être donné à des entreprises étrangères qui vont le mettre sur le marché international, qui vont le vendre à tout le monde. Après, on nous donne notre part sur la vente. C'est pas que le pétrole vient, on va transformer tout au Sénégal. Je parle le gaz au moins, on sait que il va aider, en tout cas, à réduire le coût de l'énergie au Sénégal. Ça a été dit. Notre énergie ne dépend pas du gaz en fait, parce que notre énergie, c'est la plupart. Le matériel de la Sénélec qui est en train d'être renouvelé. Voilà, donc pour l'instant, je dis à l'instant T, c'est peut-être faisable dans 5-10 ans. Mais à l'instant T, la plupart de nos centrales marchent avec le charbon ou du pétrole, mais ne marchent pas avec du gaz. Je pense qu'il y a celui de Saint-Loup qui est privé, qui sont en train de réflexionner pour que ça marche au gaz, celui de Saint-Loup qui est privé. Donc je reste, il y a beaucoup de choses à faire parce que non seulement il y a un manque, parce qu'aujourd'hui 70% des Sénégalais sont électrifiés, donc on n'a même pas assez d'électricité pour alimenter les Sénégalais. Il y a 30% de Sénégalais qui n'ont pas d'électricité. Aujourd'hui, la plupart des usines au Sénégal ont leur propre centrale. Que tu partes au Ciment du Sahel, Sococim, ils ont leur propre centrale d'électricité parce que l'État du Sénégal n'arrive pas à les alimenter. Donc eux, quand ils produisent, c'est bon, quand ils ont trop d'électricité, ils le revendent à la Sénélec pour dire qu'on n'a pas assez d'électricité. On a toujours le bateau qui est sur les côtes là qui nous donne de l'électricité qu'on loue, des Turcs. Donc on n'a pas assez d'électricité, même pour alimenter les centrales. Comment on va faire vraiment pour transformer? Donc il y a le problème d'électricité qu'il faut régler. Il y a le problème de ce n'est pas ce que Sénélec dit. Sénélec dit que bon, nous disposons aujourd'hui d'assez d'électricité. Je vous donne des faits. Je vous dis que Ciment du Sahel, Sococim, etc., la plupart des industries au Sénégal ont leur propre centrale. Ça, c'est connu. Voilà. Et en ce moment, quand vous allez près de Gorée, il y a un bateau qui appartient aux Turcs. L'État du Sénégal loue ce bateau pour alimenter le Sénégal en électricité, parce qu'on n'a pas assez d'électricité. Si on avait assez d'électricité, on n'allait pas prendre un bateau pour louer pour alimenter le Sénégal. Ça sont des faits. Moi, je ne me base pas sur ce que les gens disent, je me base sur des faits. Donc, j'ai un travail que j'ai fait, parce qu'en tant que candidat, pour diriger le pays, il faut savoir les faits. Le deuxième problème qu'on a aussi au Sénégal, c'est-à-dire que les machines, que ce soit les tracteurs ou les moissonneuses, batteuses, etc., c'est très difficile de donner ça à un cultivateur, parce que le cultivateur, déjà, la plupart sont analphabètes, excusez-moi, mais c'est le cas. Et pour faire un dossier, donner à la banque, donner des biens comme collatéraux, des fois, ils n'ont pas assez bien, parce que la plupart des terres... Garantie. La plupart de ces terres-là n'ont pas de... D'immatriculation. Voilà, c'est juste des délibérations, ce n'est pas des bails ou des... Donc c'est très difficile pour eux d'avoir un financement. Parce que c'est un peu complexe, ce système-là. En plus, ce n'est pas la seule chose, parce qu'après, il faut récolter, après, il faut transporter, après, il faut stocker, après, il faut distribuer. Donc c'est toute une chaîne. Donc rien que l'eau, c'est un problème. Les gens n'ont même pas d'eau pour boire. Par exemple, quand je suis parti à Thiès, à 8 km de Thiès, quand je leur ai dit, mais vous avez beaucoup de terre, pourquoi vous ne cultivez pas? Ils m'ont dit, on n'a même pas d'eau pour boire, comment on va cultiver? Donc ça, c'est un autre problème. Donc il y a beaucoup de défis qui attendent ces gens-là. Donc c'est bien, moi je suis pour eux pour qu'ils réussissent. Parce que je veux que Diomaye réussisse. Parce que s'il réussit, moi je me dis que c'est le Sénégal qui réussit. Mais il y a trop de problèmes, il ne faut pas faire de fausses promesses. Il faut dire aux gens que ce sera un long chemin laborieux, difficile. Ça va être très difficile et laborieux. Et pendant 5 ans, les résultats que vous escomptez, on ne va pas avoir ces résultats. Mais on va essayer d'y arriver petit à petit, peut-être en 10, 15, 20 ans, on va y arriver. Mais si on dit qu'en 5 ans, on va récupérer tous les problèmes, on va avoir l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut préparer aux gens mentalement que ça va être très difficile et que les objectifs que vous voulez, ça va nous prendre plus de 5 ou 10 ans pour les atteindre. Et ce que je suis en train de faire là en ce moment, je suis en train de rendre service à Diomaye. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement de Diomaye est en train de dire aux Sénégalais, doucement, ça va leur prendre du temps. Il ne faut pas leur mettre de la pression. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire aux Sénégalais, faites doucement. Ces gens-là sont là. Et j'ai l'impression qu'ils veulent travailler. C'est vrai qu'il y a quelques manquements pour l'instant, mais je pense que ça va s'améliorer. Mais ce que vous attendez en 5 ans, ce n'est pas possible. Il faut leur laisser le temps. C'est le temps de mandat, ça? Oui, je sais, mais ce n'est pas possible. Ils ne feront pas grand-chose en 5 ans. Non. C'est-à-dire faire beaucoup de choses en 5 ans, ce que les Sénégalais attendent. Parce qu'ils ont fait beaucoup de promesses. Les gens de Pastef, ils ont fait beaucoup de promesses aux Sénégalais. Et les Sénégalais, ils croient dur comme fer que les choses vont changer comme ça d'un claquement de doigts. Et ce n'est pas comme ça. Ça risque de prendre toute une génération.
Donc je leur dis en ce moment au Sénégal, il faut être patient avec ces gens-là. Il faut être patient avec ces gens de PASTEF, ces gens de la nouvelle opposition. Ces jeunes-là, ils veulent travailler. Mais ça ne va pas être aussi rapide. Saïfoulaye Baldé, vous êtes de la région de Kolda, je l'ai dit, zone agricole par excellence. Qui sont ces intermédiaires qui captent les machines, qui captent les intrants? Qui? Dites-nous. Oui, je voudrais, si vous le permettez, avant de revenir, juste un mot par rapport effectivement à l'énergie qu'il évoque comme étant un aspect fondamental pour réussir à lier notre production agricole à la transformation. C'est vrai que ce sont des défis énormes, mais c'est justement, ce sont des défis, c'est pour ces raisons qu'il faut aller s'y attaquer. De la même façon que nous arrivons aujourd'hui, il l'a dit, à produire avec des usines qui sont accolées aux grandes industries, et ça, ce n'est pas propre au Sénégal. Un peu partout, les industries ont toujours avec elles un dispositif dans les pays où l'électricité est assez, il y a un bon niveau de couverture et de production. Les structures quand même prennent toujours à l'avance cette disposition pour se prémunir. Je pense que autant aujourd'hui le programme il est défini, il est planifié, tout ce qui va relever d'obstacles comme l'énergie qu'il cite, mais également l'attente pressante des populations va être prise en charge au fur et à mesure. Parce que les Sénégalais, c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont tendance à dire effectivement, non, il y a eu beaucoup de promesses, donc les gens, ils pensent que c'est... Non, les Sénégalais, à mon avis, ont prouvé qu'ils ont dépassé ce... Ils savent très bien que ce sont des programmes qui peuvent prendre 5 ans, qui peuvent prendre 10 ans pour y arriver, mais déjà les bases vont être jetées pour y aller. Vous n'avez pas tout ce temps, vous le savez. Oui, mais si tu veux, l'État est une continuité. Donc il faut démarrer les choses pour qu'elles puissent aboutir un jour. Alors, par rapport à la question, les intermédiaires, particulièrement au niveau d'abord dans l'approvisionnement, mais également les intermédiaires dans la commercialisation, ils captent énormément de subventions. Qui fait ça? Qui? Alors, nous avons tout à l'heure parlé à l'entame de notre émission des coopératives et des sociétés privées qui aujourd'hui sont au niveau de l'approvisionnement, mais également au niveau de la distribution des semences. Donc ce sont des privés qui achètent, qui vont chercher partout où ils le trouvent, qui amènent et qui vendent. Il y a l'engrais, par exemple, l'engrais qui sort du port, subventionné par l'État du Sénégal, capté par ces privés. Comment ça se passe? En fait, l'État subventionne le prix auquel est vendu le producteur sénégalais. Quand celui qui va chercher l'engrais en Chine, au Japon, en Inde, il l'amène. On connaît le prix, déclare le prix, mais s'il veut répercuter le prix plus son transport aux producteurs sénégalais, ça s'avère cher. Le Sénégal prend en charge une partie. Oui, subventionne. Il subventionne pour que le prix soit vendu à un niveau qu'on trouve adéquat, raisonnable par rapport aux producteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On avance, on arrive au niveau de la commercialisation, la même chose. Lorsque le cours mondial de telle spéculation ou tel autre est à un niveau inférieur à celui qu'attendent les producteurs, mais l'État subventionne le prix. C'est-à-dire qu'il demande de vendre à un prix qui soit égal ou au-dessus du prix du marché. Et cette partie de la subvention, qu'est-ce qui la capte? C'est celui qui va acheter. Et tout le problème est aujourd'hui là. Je salue le président Diomaye qui s'est attaqué tout de suite à ces subventions. Vous prenez, quand on ouvre la campagne commerciale, on dit qu'on vend le kilo d'arachide à 260 francs. Je donne un exemple. Sur les 260 francs, il y a 25 francs ou 30 francs de subvention. S'il n'y a pas de financement concrètement sur l'ensemble du territoire pour pouvoir acheter la production, qu'est-ce qui se passe? Les producteurs permettez le terme, sont affolés. Ils ont une production entre les bras, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont besoin d'argent, M. Thiaw vient de le dire. La fin de l'hivernage correspond toujours à cette... avant d'avoir déjà récolté certaines spéculations pour pouvoir faire face aux besoins, on a besoin d'argent. Donc, s'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre dans les marchés hebdomadaires, ils vont vendre à celui qui demande.
Et ces intermédiaires, au lieu de venir acheter au prix qui est réclamé, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans des boutiques, dans des trucs, ils disent que moi j'achète le kilo à 250 francs ou bien à 240 francs, au lieu de 260 promis par l'État. Et pour les tracteurs, par exemple? Et quand ils font, ils achètent en quantité. Maintenant, quand ils viennent à l'usine, ils débarquent, eux, non seulement ils n'ont pas acheté au prix réclamé par l'État, mais ils encaissent la subvention. Donc le producteur ne touche pas à la subvention. Pour les tracteurs, c'est la même chose. L'État achète des tracteurs qui revend à un prix subventionné aux producteurs. Et j'ai une idée, je partage à peu près l'idée de M. Thiaw. Pourquoi ça n'arrive pas aux paysans, par exemple? Oui, mais aujourd'hui, vous prenez l'essentiel de nos producteurs. Ils ont je ne parle pas de l'agrobusiness, donc des grandes entreprises, mais je parle des Sénégalais, des producteurs agricoles que vous trouvez à travers tout le pays. Ils ont des exploitations qui sont rarement de plusieurs hectares. Si c'est vaste, c'est 2-3 hectares. Quand vous regardez ce que les gens exploitent chez nous, dans la exploitation région de familiale. Familiale, moyenne. Donc, ce qu'ils ont ne peut pas rentabiliser et rembourser un tracteur. Il ne peut pas. On est obligé de mutualiser. Et je pense les coopératives dont on est en train de parler... C'est ce qui manquait, en fait. Exactement. La mutualisation des efforts. Exactement. Si une coopérative aujourd'hui dans une localité, au Saloum, en Casamance, dans le Fouladou, une coopérative qui regroupe 200, 300 producteurs agricoles dans 2-3 villages, ils ont un tracteur pour labourer, ils ont une machine pour récolter, une machine pour semer, ils ont 3 machines qu'ils achètent ensemble, qui appartiennent à la coopérative. Donc, à tour de rôle, ils peuvent les exploiter et participer à l'effort d'entretien de ce matériel. Justement, c'est important tout ça, parce qu'on a vu les forages aussi, c'est un problème dans les villages. Exactement. Par contre, si on n'arrive pas à le faire, si on laisse chacun, qu'est-ce qui achète les tracteurs? Les tracteurs sont achetés par des gens qui ne sont pas des producteurs agricoles. Ce sont des intermédiaires qui font du service. Ils mettent le tracteur dans un village et si M. Baldé ou M. Thiaw veut faire labourer le champ ou veut récolter, mais tu payes. Si tu ne peux pas payer, il te demande de la production sur ce qu'il va récolter. Et tu payes. Alors, ces gens-là, ils s'enrichissent. Eux, ils achètent. Ils ne sont pas producteurs. Les machines sont destinées aux producteurs. Ils les achètent à un prix subventionné. S'ils allaient les acheter en tant que privé, ils les auraient achetés à plusieurs. Aujourd'hui, je crois qu'ils les vendent autour de 7,5 millions. Ils l'achètent à 7,5 millions. Donc, ils encaissent cette subvention. Et ensuite, ils continuent à faire charger les producteurs qui sont obligés d'aller vers eux pour lui. Je pense que c'est un aspect important et la décision qui est prise justement par les autorités aujourd'hui de pouvoir faire émerger ces coopératives pour qu'elles prennent en charge à la fois les approvisionnements en intrants, le petit matériel, mais également la commercialisation devrait à terme pouvoir permettre de capter et de trucs. Et je vais terminer par là. L'un des aspects le plus saillants qu'ils ont mis en place par rapport à la campagne en perspective, c'est d'attribuer un numéro d'identification à chaque producteur bénéficiaire d'une subvention. La digitalisation. Voilà. Et ça, c'est important. On peut savoir qui a bénéficié d'un tracteur. Est-ce que les conditions qui sont posées pour accéder à un tracteur ont été réunies? On peut contester lorsqu'on se sent lésé par rapport aux décisions prises, mais on peut savoir aussi si quelqu'un a bénéficié d'une subvention alors qu'il n'a pas un droit. Monsieur Thiaw, on est à moins 2 mois du début de l'hivernage, en tout cas dans le sud du pays. C'est faisable tout ça? On l'espère. Sérieusement, je l'espère et j'espère que ça va marcher. Mais je pense que le plus important, c'est à l'État d'aller vers ces agriculteurs ou ces cultivateurs, mais pas le sens contraire. Parce que ces gens-là ne connaissent pas comment le système marche. Ce sont les intermédiaires qui connaissent. Et malheureusement, les gens qui connaissent, qui sont instruits, qui savent où aller pour avoir quelque chose, c'est eux qui en profitent. Mais la plupart des agriculteurs, ils sont dans leur champ, ils n'attendent rien de l'État. Ils ne pensent même pas que l'État existe et fait des choses pour eux. C'est comme beaucoup de choses qu'ils ont fait dans l'ancien régime, comme Sénégal Service. Tu demandes aux Sénégalais c'est quoi Sénégal Service, ils ne savent même pas ce que c'est. Alors que c'est quelque chose de très important pour les Sénégalais, malheureusement. Donc aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose, il faut aller dans les recoins du Sénégal. Et c'est des zones très difficiles d'accès. Et pour leur faire comprendre que nous allons faire ça et voici comment nous allons le faire.
Mais s'ils restent à Dakar pour dire que les cultivateurs vont venir, etc., je pense qu'ils vont se planter. Donc vraiment, je pense qu'il y aura une communication. Je pense qu'ils vont prendre des agents de terrain qui vont aller voir les cultivateurs et les organiser en forme de coopérative et leur dire aussi comment gérer l'argent. Parce que le problème des coopératives, ça marche tant que quelqu'un gère bien l'argent. Parce qu'il y a l'argent de l'entretien, il y a l'argent de l'essence, etc. Parce qu'une personne va prendre le tracteur, va mettre 5 000 francs, après ça va se retrouver à sec, les trucs vont se cater parce que ça ne devrait pas être à sec, etc. Donc vraiment, ça va être très compliqué pour vraiment gérer ces gens, mais on espère que ça va marcher, parce qu'on veut que ça marche. C'est dans l'intérêt du Sénégal. Alors donc on va évoluer, on va faire cap sur le foncier, hein, le président de la République qui a fait arrêter les constructions sur le littoral à Dakar, les lotissements dans Dakar, Mbour et Thiès principalement. Monsieur Saifoulaye Baldé, pourquoi Diomaye a fait arrêter toutes ces constructions alors même peut-être qu'il aurait pu procéder aux vérifications sans que cela nécessite forcément l'arrêt des travaux? C'est ce qu'on lui retorque. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle souvent les mesures conservatoires dans un dossier comme celui-là. C'est-à-dire, on dit à personne qui a fauté. Mais comme on veut comprendre, on prend des mesures conservatoires, on arrête tout le monde et on regarde qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, à l'issue de ce check-up, on va vers des décisions. Je pense que le directeur du DESCOS a abondé dans le même sens. Il a dit, pour l'instant, en tout cas ce que j'ai vu relayé dans la presse, nous n'allons pas détruire. Nous allons chercher à comprendre avant de prendre la décision. Il continue plus loin pour dire, si c'est nécessaire, s'il y a des fautes, ils vont détruire. Moi, ce que je voudrais dire, je pense que l'accès au littoral est un droit pour tout le monde. Si des mesures avaient été prises auparavant pour interdire l'édification d'immeubles sur le littoral pour cette partie, Corniche Est et Corniche Ouest, s'ils le font, ils sont en faute. Je le mets au conditionnel, en attendant de savoir ce qui s'est passé. Comment ils ont fait pour avoir les papiers? Par contre, je reviens, c'est sur ce que je voulais arriver. C'est-à-dire, nous savons tous que personne ne peut démarrer une construction aujourd'hui sur la corniche ouest ou est, la mener à terme dans l'illégalité, sans que personne, en tout cas ceux qui sont chargés de la surveillance, ne puissent être au courant. Impôts et domaines. En tout cas, la direction, voilà, tous les services de l'État et les services des collectivités locales. Tous peuvent voir quelqu'un qui démarre un chantier là derrière et ils ont des missions de vérification. Et je disais, j'ai réagi avant cette émission sur ma page Facebook et je disais qu'il faudrait aller très loin. Je crois au-delà de cette... Par exemple, le cas du littoral et de la bande des Filao, ce sont des décrets présidentiels signés soit par Macky Sall ou soit par Abdoulaye Wade qui ont permis évidemment à ces personnes-là d'avoir de disposer de ces parcelles. Mais si c'est ça, cela se saura. Si effectivement il y a des décrets, il y a des lois qui ont permis aux gens de disposer de ces parties et les autorisations nécessaires pour mener les chantiers, mais ça sera. Par contre, là où tout à l'heure je voulais terminer tout à l'heure, c'est de dire que autant aujourd'hui, si ces gens ils sont dans l'irrégularité par rapport aux chantiers qui sont en cours, mais également ceux qui ont déjà pu construire, ce qu'il faudrait, c'est de trouver les véritables responsables. Et pour moi, si cela arrive, les responsables sont au niveau des administrations. Donc, à commencer par la direction, pas simplement les domaines, mais y compris les domaines. Mais aujourd'hui, la direction de la surveillance et la DESCOS, mais à mon avis, elle a une mission de surveillance. Elle est responsable. Elle peut l'être. Si les gens n'ont pas de documents pour démarrer ces chantiers et les construire, si on ne s'est pas rendu compte, on ne les a pas fait arrêter, alors ceux qui ont chargé de les faire arrêter sont en faute. Et que ce soit, c'est pour ça que je ne veux pas aujourd'hui citer la DESCOS seulement, mais c'est l'ensemble des administrations qui sont en charge de ces dossiers. Et là où je voudrais terminer ce dossier, personnellement, c'est un avis personnel, ce n'est pas un avis de parti ou de tout. Je pense que la DESCOS devrait être confiée à l'urbanisme.
Moi, je pense qu'il y a des missions qu'on devrait éviter à nos armées, pour les laisser se concentrer sur des aspects qui les concernent et qui concernent la défense du territoire national. Les mêler, les associer souvent à des aspects que les politiques peuvent gérer et ensuite les amener à rendre compte ou à être dans des dossiers qui ne sont pas propres à l'armée, à mon avis. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je veux dire que, à mon avis personnel, la DSCOS doit revenir au ministère de l'Urbanisme. C'est-à-dire que la DSCOS ne fait pas son travail? Non, je ne le dis pas. Ah. Ce que je dis, c'est que la gendarmerie, à mon avis, elle a une mission ailleurs où on l'attend, qui est une mission plus importante pour l'État que de surveiller des constructions ou des illégales ou sur le territoire. Mais ça, c'est mon point de vue personnel, ce n'est pas un point de vue de parti. Amélie Kao, sur le foncier est devenu une bombe? Excusez-moi, oui, excusez-moi aussi du langage. Je pense que c'est une farce. Ah. C'est une farce. C'est une bêtise, mais d'une ampleur, on ne peut même pas dire. Je pense qu'ils sont en train de nous distraire. Parce que c'est des gens vraiment qu'on attendait sur la diminution du train de vie de l'État. On se retrouve avec 32... Ousmane Sonko a promis de diminuer les trains de vie de l'État. On se retrouve avec 32 ministres. 25 plus 5 plus 2. Dernièrement, il y a 2, ça fait 32 ministres. En plus de ça, on attendait surtout la réduction du coût de la vie. Malheureusement, ils n'ont pas de solution parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais là aussi, ils ont promis de réduire le coût de la vie. Hein. Ouais, d'accord, des promesses et des actes, il y a une différence. Parce que là, ils se sont rendus compte que c'est très facile d'être un opposant. Moi, je le sais, c'est très facile d'être un opposant, mais diriger, c'est très difficile. Quand tu dis que je ne vais pas travailler avec la Banque mondiale ou FMI, et que tu ne te retrouves même pas un mois à leur tendre la main, à leur dire, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent parce que nos caisses sont vides, là, tu es en train de dire le contraire de ce que tu disais. Et quand FMI te donne de l'argent, qu'est-ce que l'FMI a dit? Ils ont dit, ah, Sénégal, vous dépensez trop d'argent dans la subvention de l'énergie. Vous dépensez 3,3% de votre produit intérieur brut pour subventionner l'énergie, soit 620 milliards. Il faut diminuer. Mais si l'électricité qui est excessivement chère, qui bloque notre économie, augmente, mais ce sera presque impossible de diminuer le coût de la vie. Donc ça, c'est un problème. Mais je pense que, comme ils l'ont fait, je pense que c'est juste un coup de pub pour qu'on arrête, pour qu'on dise qu'ils sont en train de faire quelque chose au moins. Parce que le programme n'est pas terminé. Projet. Bon, le programme, c'est pas terminé. Parce que même le nom, ça, c'est pas adéquat, mais c'est pas grave. Le programme n'est pas terminé. Donc, on est dans un cas où il n'y a pas de programme, donc il faut divertir les Sénégalais. On arrête tous les travaux. Et c'est pas juste le littoral, hein. C'est même dans d'autres zones de Dakar qui n'ont rien à voir avec le littoral, on les a arrêtés. Mais là, c'est un désastre économique. Quand je parle de désastre économique, c'est un désastre économique. Parce qu'aujourd'hui, les chantiers qui ont tort ou qui ont raison, vous les arrêtez. C'est combien de Sénégalais qui travaillent dans ces chantiers, qui se retrouvent au chômage à moins de 1 mois de la Tabaski. À 1 mois, 10 jours de la Tabaski, vous mettez des milliers de Sénégalais au chômage et parmi ces Sénégalais, la plupart ont voté pour vous. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels qui les maçons, les petites mains aussi. J'ai eu beaucoup d'appels de gens qui me disent « Amidou, aide-moi, je ne travaille plus. On a arrêté nos chantiers. » J'ai dit « Mais Diomaye travaille, il ne sait rien faire. » J'ai dit « Pourtant, vous avez voté pour lui. » « Ah non, lui, c'était une erreur. » C'est pas bon pour lui. Parce que c'est des gens, en fait, on connaît, non seulement le maçon ne travaille pas, celui qui vend le béton, celui qui vend le fer, etc. C'est toute une chaîne que tu viens de priver de revenus. Et les gens là vont souffrir. Alors qu'on sait les personnes qui ont les papiers et ceux qui n'en ont pas. Parce que tout est disponible au niveau de l'État. Vous travaillez au niveau des impôts et domaines. Créez une commission. Les gens qui sont dans l'illégalité, vous les appelez. Ce n'est pas la peine de bloquer tout le monde. Le littoral, on sait qu'il y a des gens qui sont dans le littoral et qui ont leurs papiers. Et ça a été, par exemple, moi je connais un cas, c'était le cas de Barthélémy Diaz. Je pense qu'il y a un moment, il y avait quelqu'un qui voulait construire sur la corniche. Barthélémy disait qu'il n'avait pas d'autorisation. Absolument. Le gars, il a sorti le titre foncier pour dire que c'est Ablaouad qui nous avait donné ça. Après, ils ont laissé construire. Donc le gars qui a le titre foncier, même si
Si tu prends son terrain ou son truc pour dire que c'est utilité publique, etc., mais cette personne-là, il faut le dédommager, plus le terrain, plus la construction. Donc c'est des milliards qu'on n'a pas, qu'on doit donner en plus. Je pense que certaines choses, le littoral, moi je suis d'accord, parce qu'on doit reprendre notre littoral. C'est vrai que toutes les bonnes zones, que ce soit Corniche Est, Corniche Ouest, on a donné ça à des étrangers, etc. On doit les reprendre, mais ça va nous coûter très cher. Mais les autres terrains, je ne suis pas d'accord qu'on les arrête, etc., etc., parce que vous mettez beaucoup de gens au chômage, et ces gens-là, c'est des pères de famille qui doivent nourrir, qui participent à l'économie. Vous êtes en train de créer de la pauvreté. Je pense que vous pouvez faire ça au cas par cas. Mais là, ils sont en train de créer un désastre économique. Regardez, d'ici 1-2 mois, vous allez dire que j'ai raison. Comme j'avais raison aussi sur le programme. Vous êtes conscient, M. Saïfoula, vous êtes conscient des conséquences sociales dramatiques sur les petites mers? Oui, absolument. C'est sur ce que je voulais tout à l'heure réagir. Je pense que ce qu'il évoquait tout à l'heure, M. Thiaw, l'arrêt des travaux, justement, je l'ai dit à l'entame, il y a ce qu'on appelle les mesures conservatoires. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux gens, c'est d'apporter les documents qui leur permettent de continuer le travail. Vous faites le cas par cas. Oui, mais pour faire le cas par cas, il faut bien que tu demandes aux gens qui sont en train de construire d'apporter les documents. Mais l'État dispose de ces documents? Alors, quand ils vont apporter ces documents, mais on examine ceux qui ont leurs documents, mais l'État, c'est un ensemble de droits et de personne n'arrêterait la construction de quelqu'un qui a tous ses papiers pour le faire. Mais en attendant de comprendre, quand le policier vous voit en train d'arriver, qui est dans la circulation, il ne faut pas présumer que tous ceux qui passent ont des trucs, mais il arrête une personne et il contrôle. Si elle a son truc, elle a ses papiers en règle, on laisse continuer. Mais on l'arrête quand même au moment. Est-ce que ça l'empêche de continuer? Non. Je pense que cet arrêt, vous le dites, effectivement, il y a des gens qui étaient dans ces sentiers, qui étaient en train de travailler. Ça va être une sorte de gêne pour eux, parce qu'il va y avoir des jours où ceux qui pointent par jour, ils ne vont pas gagner de l'argent. Mais ça va être un arrêt d'une courte durée qui va permettre aux gens... Combien de temps? Je n'ai pas exactement le temps que ça va durer. Et la commission ad hoc qui va être mise en place, elle est là? Elle est sur place et ça va permettre d'aller très vite. Qui est dedans? Je n'ai pas l'idée des personnes qui sont totalement à l'intérieur. Je voulais rajouter, M. Ba, en fait, ce n'est pas de la diversion, c'est une demande sociale. C'est une demande sociale. Vous vous souvenez, lorsque les Turcs ont voulu construire juste à côté, sur la corniche à l'échec, c'était le président Khalifa Boubacar Sall qui était maire de Dakar. Il a mobilisé tout ce qu'il avait sur le plan politique pour arrêter ces constructions. Et il faut que les Sénégalais, et je crois, si vous suivez le Premier ministre, déjà en 2000, dans une vidéo, le disait, sur les constructions au niveau de la Turquie. Il faut que tous les Sénégalais, justement, se mobilisent pour aider à dénoncer les gens qui, de façon frauduleuse, occupent du moins le littoral, et surtout au niveau de Dakar, et qui la privent des citoyens. Ça, je pense que il faut le saluer. C'est quelque chose qui, à mon avis, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, si on laisse les privés, que tout le monde prenne l'ensemble de la corniche au niveau du littoral, au niveau de Dakar, pour qu'on n'accède plus, qu'on n'ait plus le droit d'accéder à la plage, je pense que ça va être un gêne et ça va être de l'injustice. Et c'est maintenant qu'il faut l'arrêter. Ce qu'on dit aussi, c'est que le président de la République fait arrêter des chantiers alors que lui-même, il a des hectares de terre à Sandiara. Oui, mais je pense que vous êtes en train, M. Ba, de mélanger les choses. Moi qui vous parle, j'ai des terres. J'ai des terres. Voilà, quelques hectares de terre que j'ai chez moi. Et je pense que X Sénégalais que vous poserez cette question, ce qui est posé ici aujourd'hui, c'est le scandale qui consiste à obstruire On dit qu'il est très mal placé pour parler de foncier. Si, il n'est pas mal placé pour parler Tout comme son Premier ministre qui a réussi à disposer d'une maison à Kergorgi. Oui. Vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas de maison. Il n'a pas acheté. Il n'a pas de maison, vous. Il n'a pas acheté. Pas de maison. Non, je pense que recentrons le débat. Revenons. Il n'a pas acheté non plus. Revenons sur le scandale que représente l'occupation irrégulière et la construction, l'édification d'immeubles de façon irrégulière sur la façade, sur le littoral. Je pense que c'est un scandale où
qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on prenne les dispositions nécessaires pour pouvoir... boulimie foncière, est-ce que les inspecteurs des impôts de domaine n'ont pas de responsabilité dans ça? Est-ce que vous avez le processus qui arrive à l'immatriculation? Oui. Ouais. Il y a d'abord les délibérations. À la mairie? Par les collectivités, voilà. Ensuite, on va vers un bail. Oui. Qui délivre ça? Le bail, il est délivré par les inspecteurs, par les impôts et domaines, sur des papiers, sur les délibérations qu'ils reçoivent, la demande. Ensuite, à un bout de temps, on passe du bail à un titre foncier. C'est ça le règle. Aujourd'hui, le processus, il est là, mais il y en a qui ont réussi justement. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui en train de gérer là, ce n'est pas du président Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. C'est justement ceux qui étaient là, qui ont géré le pays jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas arrivés à régulariser et à nous prémunir autant que faire se peut. Le syndicat des impôts et domaines, la problématique du syndicat des impôts et domaines qui arrive à obtenir des terres partout au Sénégal. Lorsqu'il y a lotissement, ils ont des parcelles. Oui, et je pense, à mon avis, qu'il y a quelque chose à faire. Que ce soit les inspecteurs des impôts et domaines, que ce soit le commandement territorial, que ce soit les autres services déconcentrés de l'État, qui arrivent à chaque fois qu'il y a des lotissements à obtenir des lots, à mon avis, c'est un sens, il faut l'arrêter. C'est-à-dire au même titre qu'on arrête ce qui est irrégulier aujourd'hui et qui constitue un scandale, mais s'il y a d'autres aspects sur lesquels il faut sévir, il faut que l'État sévisse. Tout à l'heure, je vous disais que la DSCOS, qui a un rôle de surveillance de l'occupation du territoire, s'ils constatent, avant même que le président intervienne, ils auraient dû faire intervenir. Et je pense aujourd'hui, et ça va être, comme il l'a dit, des difficultés pour nous. Il y a des habitudes, il y a des gens que les gens pensaient normal, l'ancien régime justement, que nous avons pris en régime sens... seulement, ça a toujours marché comme ça. Donc les anciens régimes. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, il va falloir s'armer de courage pour pouvoir aller contre ce que ces gens-là considèrent comme étant des droits. Quand vous avez un fonctionnaire qui a 200 parcelles à lui tout seul, ou bien un politique qui a à lui seul 150 parcelles dans une zone, ou bien un inspecteur des impôts, qu'on voulait citer, mais c'est anormal, c'est un scandale. Autant ceci est un scandale, Bassirou Diomaye Faye l'a arrêté, autant ce que je viens de citer constitue également un scandale. Il faut l'arrêter. Amédée Thiaw? Oui, j'aimerais intervenir. Je pense que ce que je disais, je pense que c'est une farce. Pourquoi c'est une farce? Tous ces gens-là qui construisent ont des papiers, c'est-à-dire qu'ils ont des titres fonciers et des bails, sous la complicité de qui? D'un système qui les a donnés, notamment les impôts et domaines. Et qui travaillent dans les impôts et domaines, c'est les gens de ce nouveau gouvernement. Donc tout le monde sait qu'ils ont des papiers. Même le président et le premier ministre, tout le monde sait comment ils ont obtenu leur maison. Ce n'est pas leur salaire qu'ils ont donné, on leur a offert des terrains à Kergorgui et à Mermoz. On sait comment ça se passe. Quand il y a des découpages de terrain, il y a un truc qu'on donne aux gens des impôts, à des personnes politiques, etc., etc. On sait que beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils ont des maisons. Moi, je sais que je suis plus rémunéré que Ousmane Sonko et Diomaye quand ils travaillaient aux impôts, je le sais. Je parle juste de salaire. Je ne parle pas des fonds communs parce que ça, il faut les supprimer. Là aussi, il faut éliminer. Non, il faut supprimer. En quoi aujourd'hui? Des privilèges, ok. En quoi aujourd'hui un inspecteur des impôts est plus méritant qu'un professeur ou un militaire? Un médecin, par exemple. Ou un médecin. Qu'on leur donne des maisons, qu'on leur donne des fonds communs, etc., etc. Ce n'est pas normal. Donc ces gens-là ont des papiers. Donc quand ils interdisent ces constructions-là, sérieusement, si on doit prendre ces maisons, on doit prendre aussi les maisons, doivent donner leurs maisons. En plus, le cas Azalaï. L'hôtel Azalaï, c'est eux qui se plaignaient que l'hôtel Azalaï, ce n'est pas normal, c'est sur la côte. Quand il était élu président, il est allé se loger où? Le même hôtel dont il se plaignait. En leur donnant des millions. Donc, il faut arrêter, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ce problème. Tout ce qu'on a besoin, c'est de créer de l'emploi. La vie est chère, l'électricité est très chère. La location à Dakar nous tue. On a besoin de ça. Donc, il faut arrêter les distractions un peu.
Alors donc c'est la fin de Revue Ménage qui revient la semaine prochaine. Hassan Diouf était à la technique au micro. Mohamed Ali Bouba, nous avions comme invité aujourd'hui Saïfoulaye Baldi. Il est donc banquier expert en finance inclusive Pastef Vélingara. Amidou Kiao qui est lui président du parti MPR, soutien du candidat Amadouba. Bonne journée.